Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est le début de l'après-midi, ce 17 juillet, lundi 17 juillet 1950. Nous sommes à l'aéroport d'Orly et un vol Air France vient d'atterrir. Il y a énormément de photographes, de journalistes, de radioreporters. Bref, on comprend que l'on attend une personnalité. Et c'est vrai qu'un homme finit par apparaître qui tient dans les bras un autre homme qui a l'air blessé. Il a les mains et les pieds bandés de gros pansements dans sa chemise blanche et son pantalon de couleur claire. Le voilà qui descend sous les flashs et c'est Maurice Herzog. Un mois et demi plus tôt, le 3 juin, ce trentenaire a atteint l'un des sommets les plus élevés de la planète. On est au Népal et c'est l'Annapurna. 8091 mètres. Jamais un homme n'avait jusqu'alors posé le pied sur un sommet de 8000 mètres ou plus. C'est la première fois d'ailleurs que les Européens entrent dans cette région du Népal central qui ne s'est ouverte au monde que depuis quelques mois. Celui qui le porte, c'est un de ses camarades d'expédition, Gaston Rébuffat, qui descend lentement la passerelle. Évidemment, tout ça fait un gros contraste avec ce que l'on avait vu 3 mois et demi plus tôt, le 30 mars, le jour du départ. À l'époque, Herzog, avec le teint hâlé et les cheveux bruns coiffés en brosse, avait l'air conquérant. Il était très ingambe. Il a cette fine moustache qui lui donne des faux airs de Clark Gable. Et le voilà. Ce même Maurice Herzog, maintenant amaigri, les traits creusés, il a l'air vraiment épuisé. Et au bas de la passerelle, c'est une grande émotion. On le voit embrasser, étreindre sa mère, ses amis. Il y a des rires, il y a des pleurs. Herzog accorde quelques mots aux journalistes. Il reçoit les félicitations des officiels. Et au même moment, il y a un autre membre de l'expédition qui lui aussi a les mains et les pieds bandés et qui est lui aussi porté par un compagnon d'expédition. D'ailleurs, c'est Lionel Terray qui le porte. Et je vous parle de Louis Lachenal, qui était avec Herzog le 3 juin sur ce sommet de l'Annapurna. On va voir un 5e membre plus discrètement descendre également, c'est Marcel Ichac. Sur 8 membres de l'expédition, 5 viennent donc de rentrer, mais celui que tout le monde attend, c'est Maurice Herzog. Et d'ailleurs, comme Louis Lachenal, Herzog va être emmené dans une ambulance, dans un hôpital parisien. Il faut vous dire que l'un comme l'autre a perdu une partie de ses doigts et de ses orteils. L'un comme l'autre revient de peu de la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Maurice Herzog était né à Lyon en 1919, petit-fils d'ingénieur, diplômé d'HEC lui-même, mais sa véritable vocation, c'est l'alpinisme. Et ses débuts dans l'alpinisme, il les a faits à la faveur de son engagement dans la résistance. Il a été capitaine d'un bataillon de chasseurs alpins, il a fait la campagne des Alpes à la fin de l'année 44, ça lui a valu la croix de guerre, ça lui a valu aussi d'être remarqué par Lucien Devy, le patron de l'alpinisme français, qui était en train de mettre en place une expédition française dans l'Himalaya. Lors de la présentation du projet au siège du club alpin français, voici ce qu'avait déclaré Devy. L'Himalaya, par son ampleur, a bien mérité son titre de 3e pôle. 22 expéditions de toute nationalité ont essayé de vaincre un 8000, aucune n'y est parvenue. Vaincre un 8000, ça veut dire atteindre un sommet de plus de 8000 mètres. Il n'y en a que 14 de ces sommets à la surface de la Terre, et sur les 14, 10 sont situés dans le massif de l'Himalaya. Le plus haut, c'est l'Everest. L'Everest, c'est le toit du monde, 8849 mètres. Il y en a un autre que l'on commence à lorgner au milieu du XXe siècle, c'est l'Annapurna, qui donc se trouve au Népal. Annapurna, ça veut dire mer nourricière en sanskrit. Et dans ce massif de l'Annapurna, 5 sommets font plus de 7400 mètres. Le plus haut, c'est le Dholagiri, qui est à 8167 mètres, et l'Annapurna, donc à 8078 mètres. Et il y en a plusieurs qui sont un peu des sommets de consolation, si l'on peut dire, un tout petit peu moins élevés. Donc, il faut essayer d'aller vaincre un de ces sommets, sauf qu'on n'a aucune documentation. On ne connaît pas, bien sûr, les voies à suivre pour atteindre de tels sommets.
L'expédition qui est en train de se mettre en place est donc périlleuse. Ça n'a pas l'air de faire vraiment peur à Maurice Herzog, qui est le chef de la cordée, ni d'ailleurs aux 5 autres alpinistes âgés de 26 à 29 ans qui vont l'accompagner, qui sont la fine fleur de l'alpinisme français. Louis Lachenal, donc, Gaston Rébuffat, Lionel Terray, qui sont des guides professionnels, Marcel Schatz et Jean Cousy, qui sont des alpinistes amateurs de très haut niveau. Herzog aussi est amateur. Et puis un médecin, Jacques Oudot, et un cinéaste très important, Marcel Ichac. C'est lui qui va faire ce fameux film que vous avez sans doute vu sur cet exploit extraordinaire, sur cette expédition dans l'Himalaya. Il faut vous dire que Marcel Ichac était déjà en 1936 dans l'expédition d'Henri de Ségogne, qui avait été un échec, mais il en avait tiré un documentaire. Et là, le but, c'est bien sûr de faire oublier cette frustration. Herzog et ses compagnons prêtent serment. Je m'engage sur l'honneur à obéir au chef de l'expédition dans tout ce qu'il me commandera pour la marche de l'expédition. Tous les membres, sauf Herzog et Ichac, vont signer un contrat qui leur interdit de publier quoi que ce soit à leur retour, et ce pendant 5 ans. Et au terme de 2 années de préparation très intense, on est dans ces années d'après-guerre où tout paraît encore possible. Après ces 2 années de préparation, bien, ça y est, le groupe est prêt à partir au tout début de l'année 1950. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc le 30 mars 1950 que tout le monde décolle du Bourget avec 4 tonnes de matériel, et il va falloir s'en occuper de ce matériel à l'arrivée. Il y a un diplomate français, il s'appelle Francis de Noyelles, qui est secrétaire à l'ambassade de New Delhi, qui va se charger de ça, qui va se charger aussi des bulletins météo. Il va falloir en obtenir sur ce massif de l'Himalaya. Et puis, il se charge aussi des porteurs népalais, 157 Sherpas, qui vont porter toutes les charges de cette caravane pour atteindre Tukush, qui est le quartier général de l'expédition, où on arrive le 21 avril. La cordée française n'a pas de temps à perdre. Pendant plusieurs jours, il y a des groupes de 2 à 3 alpinistes qui vont gravir des sommets de 5 à 6 000 mètres pour essayer d'identifier les voies d'accès au Dhaulagiri, qui est l'objectif le plus haut de l'expédition dans ce massif. On cherche également les voies d'accès à l'Annapurna, qui ressemble à une espèce de grande muraille. Et le 14 mai 1950, on estime que le Dhaulagiri est inaccessible et on choisit donc comme objectif l'Annapurna. Il va falloir les grimper, c'est plus de 8000 mètres de roches incroyables. Herzog met sa stratégie en place. Plutôt que d'attaquer tout de suite en force l'Annapurna, nous allons lancer une reconnaissance lourde dont l'objectif sera de trouver l'itinéraire d'attaque, dit-il. L'expédition est scindée en 4 groupes. Herzog décide d'organiser 5 camps qui sont échelonnés tous les 500 mètres d'altitude. Il faut faire vite parce que la mousson commence à se présenter. On n'a plus que 2 semaines à peu près disponibles. Et donc, dans les jours qui suivent, Herzog et ses camarades vont dresser un premier camp à 5900, puis un autre à 6400, puis un à 6850. On progresse, mais on est encore loin de l'Annapurna, alors que la mousson maintenant n'est plus qu'à 1 semaine. Et les membres de l'expédition, disons-le, sont épuisés. Il y en a qui ont des gelures aux doigts, aux orteils, d'autres qui ont des maux de tête en raison du manque d'oxygène. Voilà le télégramme que Maurice Herzog envoie à Lucien Devy, donc le 31 mai. Donnons assaut à Annapurna, stop. Voie glaciaire difficile mais permettant progression rapide, stop. Espérons emporter victoire, stop. Physique et morale de tous, parfait. Voilà, au moins c'est clair. Le 2 juin, le camp numéro 5 est installé à 7500 mètres d'altitude. Il reste moins de 600 mètres pour atteindre le but. Seulement là, le froid, le vent sont extraordinaires. On est à moins 15 degrés. Il est 6 heures du matin le 3 juin quand Lachenal et Herzog quittent leur tente en direction du sommet. Et là, vraiment, on peut dire que leurs membres commencent à geler. Lachenal craint l'amputation. Et d'ailleurs, il est question pour lui d'abandonner pendant un moment, mais Herzog ne veut pas en entendre parler. Le ciel se dégage, les 2 hommes vont progresser. Quand je dis qu'ils progressent, c'est vraiment très lentement, parce qu'ils sont à bout de force. Il est 14 heures ce 3 juin 1950, quand enfin ils atteignent le sommet de l'Annapurna. Herzog et Lachenal sont fous de joie, ils sont soulagés. Chacun va prendre une série de photographies, et sur une d'elles, on voit Herzog qui tient un piolet en l'air, et évidemment, il tient aussi un petit drapeau français. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ah, c'est difficile, hein. Le temps se couvre, Lachenal a les pieds gelés. Il faut descendre maintenant. Mais dans la précipitation de la descente, Herzog va perdre ses gants. Il devra finir à main nue. Alors que Terray et Rebuffa les rejoignent, la brume devient à couper au couteau. Lachenal va faire une chute de 100 mètres. Il se trouve maintenant à 200 mètres en contrebas. Lachenal est gelé aux pieds, hein. On va le ramener au camp 5. Herzog est gelé, lui, aux mains et aux pieds. Tous deux sont contraints de passer néanmoins la nuit sur place. Et le lendemain, il faut repartir comme on peut pour rejoindre le camp 4 où doivent se trouver 2 autres membres de l'expédition, Cousy et Schatz en l'occurrence, avec un temps toujours aussi mauvais. Les 4 alpinistes vont devoir se réfugier un moment dans une crevasse. Et le 5 juin au matin, c'est une avalanche. Quand je dis une avalanche, il va y avoir plusieurs avalanches dans cette journée. En fin d'après-midi, l'ensemble des alpinistes et les Sherpas vont rallier le camp 2 où se trouve le reste de l'expédition. Là, vraiment, Lachenal et Herzog sont dans une triste posture, hein. Ils ont de nombreuses gelures. Et le médecin Jacques Oudot, qui leur injecte un anesthésique pour essayer de calmer les douleurs, leur annonce que l'amputation va être inévitable. Et le retour est interminable. On transporte les blessés à dos d'homme ou sur des luges. Il faut encore traverser des rivières en crue avec cette pluie battante de la mousson qui maintenant s'est emparée de ce paysage qui reste de haute montagne, même si on est descendu des plus hauts sommets. L'état de santé des 2 blessés s'aggrave. Herzog va être pris de fièvre. Mais oui, parce qu'il a contracté une septicémie. Et il y a toujours cette brume terrible. Quand on arrive enfin au village, on va être obligé de procéder aux amputations. Il n'empêche que l'expédition a réussi. Et c'est un triomphe mondial. Il y a ce numéro spécial de Paris Match que vous connaissez peut-être avec en couverture la photographie de Maurice Herzog avec son fanion tricolore. Il va être tiré à plus de 300 000 exemplaires ce numéro. Le président Vincent Auriol va recevoir Herzog à l'Élysée pour lui donner la Légion d'honneur. Il y a ce livre Annapurna, premier 8000, qui est le grand best-seller de 51 dont on dit, alors c'est difficile à vérifier, qu'il aurait été vendu en tout à 20 millions d'exemplaires. Vous imaginez ça ? 600 conférences vont avoir lieu avec Herzog en vedette, et puis ce film documentaire de Marcel Ichac, bien sûr, qui s'appelle Victoire sur l'Annapurna, sans doute le film emblématique des années 50, ce qui n'empêche pas les 2 malades, là, Herzog et Lachenal, de subir en tout chacun 10 opérations, vous imaginez. Mais Herzog est un héros, il va d'ailleurs se lancer dans une carrière politique, puisqu'en 58, le général de Gaulle le nomme haut commissaire, puis secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, un poste qu'il occupera pendant 8 ans. Il est également député du Rhône au début des années 60 et ensuite de Haute-Savoie jusqu'en 78, maire de Chamonix bien sûr entre 68 et 77. Il était membre du Comité international olympique, Maurice Herzog, et il a dirigé plusieurs entreprises dont la Société du Tunnel sous le Mont Blanc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et cette gloire, si je puis dire, va être un peu ternie, vous le savez sans doute, avec l'apparition notamment en 1996 des carnets du vertige de Louis Lachenal. Il faut vous dire que de son vivant, Lachenal avait fini un manuscrit pour raconter son histoire, sauf qu'il meurt en 55, à seulement 34 ans, après avoir chuté à ski dans une crevasse. Et il n'a pas pu publier son livre. Et Maurice Herzog, qui était le tuteur des fils de Lachenal, avait récupéré le manuscrit et il l'avait un peu expurgé pour remettre le texte dans un sens qui était un peu moins favorable à Lachenal, il faut bien le dire. Et l'ouvrage avait été publié par Gérard Herzog, le frère de Maurice. Et bien finalement, donc 50 ans plus tard, c'est presque 50 en tout cas, c'est le fils de Louis Lachenal qui va transmettre la version originale du manuscrit tel que son père l'avait écrit. Et on y voit Lachenal agir en guide, c'est l'expression, et poursuivre l'ascension au-delà de ses limites parce qu'il était persuadé que Maurice Herzog, qui était décidé à atteindre le sommet, ne reviendrait pas vivant s'il partait seul. Et à la lecture de l'ouvrage, on comprend que Lachenal avait un peu du mal à supporter, comment dirais-je, l'aspect un peu cocardier de l'expédition. Lui était surtout animé par l'amour de la montagne. Bon, ça a été un premier bémol. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2012, la fille de Maurice Herzog, Félicité, a publié un roman qui s'appelle « Un héros », dans lequel on reconnaît la figure paternelle sous des traits qui ne sont vraiment pas très sympathiques. Elle écrit notamment, Félicité Herzog, c'est un hémiplégique, elle parle du héros théoriquement fictionnel de son roman. C'est un hémiplégique de la sensibilité, sauf à l'égard de ceux qui ont connu des amputations, les mêmes souffrances que lui. Pour sauver les apparences d'une ascension de légende, il réécrit l'histoire
trahi et négligé, sans jamais avoir le sentiment d'avoir fait mal, puisque la société le jugeait si bien. Bon, il y a là sans doute toutes les rancœurs, vous savez qu'une fille peut accumuler à l'égard d'un père qu'elle a trouvé trop absent, mais ça n'a évidemment, toutes ces ombres n'ont pas facilité la fin de la vie de Maurice Herzog, qui, ai-je besoin de vous le préciser, n'a jamais daigné répondre à toutes ces accusations. Il est donc mort à Neuilly-sur-Seine. C'était le 13 décembre 2012. Il avait 93 ans.